Dans ce temps, la culture ashkénaze était beaucoup plus forte, était plus, on le faisait montrer. Était majoritaire. Voilà, majoritaire, voilà. Et nous, on était un petit peu en derrière ça. On a pris du temps de nous mettre dans la fronde et puis être fiers de notre racine, je crois. Ouais. Aussi. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Et vous le savez, on adore vous présenter des personnalités un petit peu atypiques ou des histoires un peu particulières. Eh bien, aujourd'hui, c'est celle de Nathalie Messika qui est arrivée en Israël. Elle était toute petite, elle avait 5 ans. Mais pourtant, son identité israélienne n'est pas si évidente que ça. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité lui donner la parole aujourd'hui. Nathalie Messika, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Cathy. Alors, arrivé à 5 ans, on a quand même l'impression que, bon, bah, voilà, c'est l'Alia, mais c'est quand même, c'est du passé, on est israélien. On se trompe ? D'abord, on change tout à fait la langue, on change l'ambiance, on change la famille entourée. Même à 5 ans, ça marque ? Oui, ça marque. On arrive dans le garde des enfants et puis je comprends rien du tout. Je comprends pas tout ce qu'ils me parlent. On s'en rappelle, ça ? Oui. Pour mon frère, c'était plus traumatique parce qu'il arrivait à l'école et puis il est retourné chez lui à la maison. Il a dit je comprends rien du tout, je comprends pas. Il était plus grand. Il était plus grand, oui. Il avait déjà 8 ans, 10 ans. 8 ans, c'était plus difficile. Et vous, 5 ans, ça a été aussi un choc. C'était un choc. Alors, vous êtes arrivée de Nice. Oui. Avant cela, vos parents étaient en Tunisie. Oui. Voilà, vous êtes la petite dernière, donc vous êtes née à Nice. Et vous êtes arrivée à Nazareth Élite. Comment se fait-ce qu'une famille française arrive à l'époque à Nazareth Élite ? Il y en avait beaucoup ? Non, il n'y avait pas beaucoup. On était en quelle année à peu près ? Les 70. Années 70. Et puis, mon père était très influé par la guerre du 16e jour. Et puis, il voulait faire l'Alia. Il était très fier, très patriote. Et puis, ma mère a dit, bon, on va essayer. Et mon père a dit, quand les enfants ils sont petits encore, ça va être plus facile pour nous. Et bien, il n'avait pas tort. Parce que plus on grandit, plus c'est difficile de s'arracher par ses racines. Alors, mais quand même, et c'est pas évident non plus de les planter, ces fameuses racines. C'est vrai. Alors, vous avez fait plein de choses. Vous avez grandi finalement dans cette ville. C'était un peu bizarre parce que vous vous attendiez à trouver la mer. C'est ce qu'on vous avait promis à l'agence juive. C'est vrai. Mes parents ils sont partis à Marseille. Et puis là, dans l'agence juive, ils ont dit on a un endroit super pour vous, entre la mer de Tibériade et la Méditerranée. Et puis ma mère, comme elle a eu l'habitude de vivre toute sa vie à côté de la mer, elle a vraiment cherché la mer à Nazareth. Elle n'a pas trouvé. Pas trouvé du tout. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils n'ont jamais déménagé. Ils sont restés là-bas. Oui, attachés et très fiers. Et puis, ils sont sentis comme des pionniers, vraiment, avec un sens d'attachement avec leur petite ville. Il y avait pas mal de gens qui venaient nord-africains. C'était une communauté assez facile pour nous. Il y avait beaucoup de nouveaux immigrants de la Roumanie, nord-africains, de partout, même de Argentine. Alors, on ne sentait pas cette... Vous ne sentiez pas différent, vous étiez différent. Ça veut dire que vous ne veniez pas du même pays, mais vous aviez, on va dire, l'immigration en partage. Voilà, avec tout le monde. Il n'y avait presque pas des vrais Israéliens là-bas. Ouais. Alors, vous avez grandi, vous êtes très bien intégré, vous êtes aujourd'hui archéologue de formation, enfin, vous avez un doctorat en archéologie, vous faites plein de choses, on en parlera plus tard, mais comment on a du mal à se sentir israélienne à 100%? Comment c'est possible? D'abord, je ne crois pas que c'est quelque chose qui est mal, enfin, forcément. Non, bien sûr que non, je n'ai pas dit que c'était mal, mais on se dit, bon, aujourd'hui, on a un discours comme ça, on dit, quand on arrive petit, c'est facile, on s'intègre, on apprend les mots, et puis voilà. Oui, voilà. Il y a d'autres choses. Oui, il y a d'autres choses, parce que d'un côté, de la famille de ma mère, ils sont venus dans les années 50, et elle a 2 cousines qui ont vécu vraiment la vie très difficile dans la Mahabarot. Ils sont arrivés dans des kibbutzim. Et il y a beaucoup de gens qui sont intégrés dans des kibbutzim. Ils ont tout à fait changé et transformé et oublié leurs racines.
Ils sont devenus tout à fait... Ils sont devenus israéliens. Israéliens 100%, même 1000%. Des fois, elle faisait de la makbouba, ça veut dire de cuisine comme ça, parce qu'elle travaillait dans la cuisine du kibbutz. Ils disaient, ah, qu'est-ce que c'est ça? Mais à la fin, ils étaient habitués. Je dis, c'est pas mal. Parce que dans ce temps, la culture ashkénaze était beaucoup plus forte, on la faisait montrer. Était majoritaire. Voilà, majoritaire, voilà. Et nous, on était un petit peu en derrière ça, de près du temps de nous mettre dans la fronde et puis être fiers de notre racine, je crois. Ouais. Aussi. Alors, pourtant, vous avez passé toutes les étapes. Hein. Vous avez grandi à Nazareth, bien sûr. Vous êtes resté jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'armée. Jusqu'à l'armée. Ok. Vous étiez commandante à l'armée, dans le Nahal. Oui. Ça on dit toujours que c'est une expérience, on va dire, fondatrice où là, vraiment, on appartient totalement à la société israélienne et on devient israélien, vraiment. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, surtout parce que pour ma mère, c'était quelque chose d'ordinaire, hein, d'avoir une fille dans l'armée qui revient une fois les 3 semaines. C'était pas ordinaire, justement. Je veux dire pas ordinaire, oui. C'était quelque chose que j'ai jamais pensé quand elle a eu une fille et qu'elle va aller dans l'armée. C'était pas quelque chose... Pour les garçons, bon, ça va. Pour une fille, c'était différent. Oui, c'était différent, oui. Et pour nous, ça nous a fait vrais Israéliens. C'est une expérience qui nous met ensemble comme comme un bloc. Un bloc, voilà. Ouais. Alors, vous avez bien sûr grandi à Nazareth. C'était comment ? Une petite ville entourée des villages arabes, une grande ville arabe aussi. Ah oui. Oui, tous les après-midi, on écoutait les écloches des églises, le muezzin qui chantait le soir. C'est le temps qu'on savait qu'il faut qu'on retourne chez nous. C'était une ambiance un peu vraiment différente. Je peux pas... Quand je trouve maintenant des copains de mon passé, on se disait comment on était naïfs, comment on n'avait pas des sentiments qu'on s'est mal placés. On était heureux dans notre place. Ça veut dire que vous étiez copains avec tout le monde, avec les Arabes chrétiens, les Arabes musulmans, les Juifs, tout le monde? Oui. Comme il n'y avait pas de supermarchés des premières années, on partait là-bas. On était partis là-bas pour faire des... Vous alliez dans les villages arabes pour faire le marché. Le marché. Oui, le marché. Et mon père, il travaillait beaucoup avec des Arabes dans son métier. Et on le voyait, je me rappelle, à Nazareth, il appelait Abou Youssef, parce que mon frère, il s'appelait Youssef. Alors, Abou Youssef, voilà, il donnait l'honneur. Oui. Et puis, on se sentait à l'aise. Et puis, c'était différent, je crois, maintenant. Maintenant, ça a changé. Ça a changé, oui, ça a beaucoup changé. Ouais. Mais... Vous retournez un petit peu ou pas? Non, pas tellement. Non. Ok. Alors, vous avez grandi, étudié, vous avez été à Haïfa, vous avez été à Jérusalem, vous avez étudié aussi à Tel Aviv, vous avez obtenu votre PhD là-bas en archéologie. D'où vous est venu cet amour de la recherche, de la fouille archéologique? Ça vous est venu comment? D'abord, c'est un sentiment qui est spécial quand on commence à chercher dans la terre et on trouve des objets. On se dit que la dernière fois que quelqu'un a touché, c'était il y a 500 ans, ça fait il y a 1000 ans. Vous aviez un amour pour l'histoire? Un amour pour l'histoire, un amour pour les humanités, je crois, pour ce pays aussi, parce que ce pays, notre pays, a passé tellement de choses. Et pour vraiment le comprendre, il faut qu'on cherche dans les racines, il faut qu'on se sent pourquoi on est revenu ici aussi. C'était une façon aussi pour vous de vous enraciner dans la terre en regardant ce qu'il y avait en dessous. Voilà. Ouais. Oui, et pour me comprendre mieux, pour comprendre l'ambiance, pour comprendre la façon que les gens ils habitaient, parlaient, faisaient des choses, des objets, c'est tout.
Ah, vous avez fait plein de choses. Hein. Vous avez commencé votre carrière à Akko. C'est là-bas que vous avez commencé vos premières fouilles lorsque vous étiez étudiante à Haïfa. C'était une grande découverte. Vous étiez toute jeune. Oui, j'ai commencé à travailler à Akko. C'est une très grande ville importante. Bien sûr, pour la recherche. Pour la recherche. Et aussi, on a trouvé là-bas des soldats du temps de Napoléon qui sont morts dans la grande bataille à 1700, début 1800 plus ou moins. Et puis, on voyait des squelettes avec les boutons de tripot, de être libre ou mourir, écrit en français. Écrit en français, incroyable. Je me suis dit, ça peut être quelqu'un que je connais. Et il me rappelle qu'on a même téléphoné à l'ambassade française à Tel Aviv pour lui dire regardez, il y a des soldats français. Il y a des soldats français, incroyable. Incroyable. Donc là, à l'époque, vous travaillez pour l'Institut des Antiquités, c'est ça? Oui. Ouais. Oui. Vous avez fait plein de choses. Vous êtes partie à Pompéi. C'est vrai. Ça aussi dans le cadre de vos études? Non. Après que je parlais sur mon projet à Yodfat, c'est une petite ville dans le sud du Galilée que j'ai fait là-bas des fouilles. C'est une ville qui était détruite par des Romains dans le temps du deuxième temple. Alors là-bas, c'était aussi une histoire très tourbillon, très personnelle, qui m'a fait penser sur l'histoire juive, l'histoire de notre pays. Pourquoi il était toujours dit par le point de vue de Josephus, Flavius. Et je voulais voir comment ça peut être raconté par un point de vue d'une petite fille. Donc vous avez décidé de raconter l'histoire de ce village qui a été détruit par les Romains juste avant la destruction du deuxième temple, en 67 donc, à travers le regard d'une petite fille. Oui, parce que voilà, il y avait où on a fait des fouilles, il y avait une petite bédouine qui habitait là-bas. Alors une fois, j'étais sur la site, j'ai fait des mesures, des pierres de la maison, et j'ai vu qu'elle a fouillé comme ça avec sa main, et puis elle m'a donné quelques pièces anciennes. Je me suis dit, mais cette pile de sol, on l'a déjà passée avec l'opérateur pour voir s'il y a... Et on a, nous, les archéologues, on a bien cherché. Regardé, tout ça, on n'a pas trouvé. Et elle, vient, elle trouve. Oui, elle a trouvé. Comme ça, elle m'a donné. Et puis, je me suis dit, voilà, peut-être nous, on ne voit pas les choses comme elles étaient vraiment dans le temps, avec toute notre théorie et nos sens académiques. Alors, ça m'a commencé à me travailler. Et une fois, je suis partie d'un congrès à Rome. Et puis, un professeur, il m'a dit, si vous voulez nous rejoindre à Pompéi comme archéologue, responsable d'un endroit qu'on fouillait. Il dit d'accord. J'étais la première Israélienne que j'ai fait des fouilles à Pompéi avec des étudiants. Ça devait être très, très émouvant, très spécial. Très émouvant, très spécial. D'autant qu'il y avait, on ne le sait pas, mais enfin, en tout cas, il y a beaucoup de Juifs qui sont partis, qui ont été emmenés en tant qu'esclaves par les Romains là-bas. Oui, là-bas et dans toute l'Italie. C'est les Juifs qui ont fait construire le Colosseum en Rome. Et on sait même que l'or du deuxième temple était pris par les Romains pour construire tous les grands monuments dans le forum de Rome. De Rome, ouais. Alors, je me suis dit, peut-être la petite fille là-bas, que j'avais l'idée de raconter son histoire, est arrivée ici, dans la grande maison du sénateur romain. Alors que c'est comme ça, j'ai mis les deux histoires ensemble. Il y a 12 ans, j'ai écrit ce livre. Il y a 12 ans, vous avez sorti un livre, ouais. Le premier livre qui s'appelle Adam Ashroa, Terre Noire, qui raconte un peu l'histoire des deux grandes civilisations qui étaient mises ensemble. Et puis, voilà. Et mais alors, ce qui est incroyable, c'est quand même, c'est basé vraiment sur des éléments historiques et archéologiques, forcément. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant. Donc, vous avez continué, puisque 12 ans plus tard, vous avez sorti, il y a quelques mois, il y a 3 mois, je crois, un nouveau livre qui s'appelle Chalon Leyam Natseret. Alors là, vous revenez sur votre enfance, sur l'Alia de vos parents. C'est pour ça aussi que ça nous concerne. Sur la Tunisie natale, sur l'identité judéo-arabe, sur beaucoup de détails personnels de votre vie. C'était important pour vous aujourd'hui d'écrire ce livre ? Oui,
Parce que plus et plus, je reçois des critiques, des gens qui lisent et ils me disent, il n'y a pas de livre qui raconte notre histoire. Et Notre histoire en tant que quoi? Juif tunisien? Juif tunisien, oui. Ok. Et il y a Toni Morrison, l'écrivain, qui dit, s'il n'y a pas un livre qui raconte l'histoire que tu veux lire, écris-le. Alors je me suis dit, je vais écrire le livre que j'ai envie de lire. Et pour notre famille, c'est très important parce que nous, on est les seuls qui sont venus ici et intégrés ici. La plupart, ils sont restés en France. Ils sont restés en France. Ouais. Alors pour eux, la deuxième, troisième génération, ça ne leur dit rien du tout. Pour eux, ils sont israéliens aujourd'hui. Deuxième génération, troisième génération, la France, ça veut rien dire. Non, oui, je dis même mes cousins qui vivent en France, Ah. pour eux, l'histoire juive, les histoires, pour la plupart d'eux, ça ne dit pas beaucoup, et encore moins la Tunisie. Parce que Ça a disparu. Ça a disparu. Alors, pour préserver cette histoire, je voulais garder toutes les histoires que j'ai écoutées par mes grands-parents, parce que j'avais une oreille très... Proche de vos grands-parents. Ouais, mes grands-parents. Et puis, je me suis dit, si je ne vais pas les raconter, ça va disparaître. Ça ne va pas tenir. Ouais, donc vous sentiez une mission. Voilà, une mission. Accomplie. Très joli livre. Ouais, c'est vrai. Oui. Et aussi, je pense qu'on ne raconte pas assez, nous. Je veux dire, les gens qui sont passés l'Aliyah dans ces années-là, et, les Juifs tunisiens, les Juifs français. On a une histoire, nous aussi. C'est pas rien que les autres. Il faut avoir la force, je crois, de raconter cette histoire. Oui. Qu'est-ce qui a été extraordinaire pour vous quand vous vous êtes intégré, quand vous avez grandi ici? Qu'est-ce qui était génial pour vous? Point de vue de... À tous les points de vue, de vos études, je sais pas, de vos réussites, de votre famille, je sais pas. Je pense que la langue hébreu, c'est quelque chose qui est spécial et que je me sens très proche avec. Et je sais que en anglais, en français, je parle un peu l'italien. Je peux pas m'exprimer vraiment comme je peux en hébreu. Et l'hébreu, c'est une langue merveilleuse, vraiment. Je l'adore. Alors, est-ce que ça suffit pour se sentir pleinement israélienne de maîtriser l'hébreu ou pas? Ou c'est une partie de son identité, mais c'est pas tout. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses, mais c'est très profond, je pense, que l'hébreu, parce que quand je rentre, si je vois à côté de la kotelle l'inscription en hébreu avec les mêmes lettres que moi j'écris, je me rappelle, il y a quelques années, j'étais dans un congrès en Espagne, et il y avait plein d'archéologues de tout le monde. Et puis ils ont mis sur le mur des trucs qu'ils ont pris, des pierres qu'ils ont pris de Betekvarot, des cimetières juifs. Ok. Alors je me suis regardée, j'ai vu Yitzhak, Ben et Yosef, et puis je me suis dit, mais c'est en hébreu. Alors tous les gens, les archéologues, académiques et tout, ils me regardaient, mais comment tu peux lire ça? C'est des lettres vieux, anciennes, oui. Comment tu peux faire ça? Et ben j'ai dit, mais c'est ma lettre, c'est mes lettres, c'est mes mots à moi. C'est les mêmes qu'on utilise maintenant, il y a 500 ans, dans le temps des grandes communautés juives en Espagne. Ils utilisaient les mêmes. Et ça, c'est une continuité extraordinaire. Oui, de partout, on voit ça dans le monde, on se sent en partie, oui. Qu'est-ce qui a été dur pour toi? Qu'est-ce qui a été dur? Je crois que les premières années, et puis je crois que la séparation de la famille. Parce que quand on vit plutôt seul, on était mes deux frères et mes parents, il n'y avait pas... Il y a une coupure quand vous avez quitté la Tunisie, puis la France. Voilà. Vous êtes partie une petite branche, toute seule de la famille. Seule. Il n'y a pas les grands-parents, il n'y a pas les cousins, il n'y a pas les oncles pour les fêtes, pour les anniversaires. Ça, c'était dur? C'était dur, oui. Ou bien ils venaient chez nous, ils venaient pour une semaine ou deux, ils partaient. Ou bien nous, pour la bat mitzvah, on m'envoyait en France pour un mois à Paris chez mes grands-parents. Alors j'ai vu tous les grands magasins, les grands monuments. J'étais de Nazareth Élite. À Paris. Oui, c'est sûr que ça fait bizarre. Ça fait bizarre, oui. Et j'ai regardé mes cousins, ils vivaient tout à fait différemment que la façon que nous on vivait.
jusqu'à maintenant. On parle, on a les mêmes racines, mais on est séparés dans beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses qui nous ressemblent. À cause de quoi? Du niveau de vie, c'était à l'époque? Ou pas forcément? Ou la mentalité? Mentalité. La facilité d'avoir des choses que pour nous, d'avoir des souliers, avoir un nouveau habit pour les fêtes, c'était quelque chose. On était contents. Et ben, pour rentrer C'était normal. Oui, Galerie de Lafayette. La valeur des choses n'était pas la même. Ouais. On a une maison de campagne, une maison de... Ouais. Voilà, ils vivaient beaucoup mieux, point de vue... Mais ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas tous réussi, parce que vous êtes tous super diplômés, vos frères, c'est vrai. Vous avez une belle situation aujourd'hui. Oui. Vous êtes vraiment bien intégrés en Israël. Oui, c'est vrai. Mais on a toujours quelque chose pour la France. On sent quelque chose profondément, qu'on est un peu attaché aussi, pas rien que pour la famille. Moi, j'adore écouter des chansons françaises, des films français, des comédies françaises. Je sens que je suis attachée. Ouais, donc vous avez une identité multiple et c'est pas plus mal. Voilà. C'est plutôt bien. Oui, je pense. Bon, en tout cas, nous, on était ravis de vous accueillir, vraiment, voilà, de parler un peu de votre vie, de votre parcours. Mais même quand on a 5 ans, parfois, c'est pas évident. Tout n'est pas... Changer de pays, c'est pas un simple déménagement, comme on le dit souvent. Mais ça vaut le coup. Mais bien sûr. Si, ça vaut le coup. Ok, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci. À très bientôt. À bientôt. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.